On va faire un essai de visio avec nos collègues du Sud-Ouest, mais ça ne marche pas. Ok, on va essayer de régler ça pendant ce temps-là. Alors, moment important, je vous le disais, de ces rencontres, c'est la première fois, et c'est une très bonne chose. Nous accueillons un certain nombre de nos directeurs et je vais laisser la parole à Carlo Zaglia qui va animer cette table ronde. Alors, Carlo Zaglia, j'essaie de ne pas trop déformer le nom italien, désolé pour mon accent italien, Sergio, qui est donc le directeur de la rédaction de Soldats du Feu, que vous connaissez sans doute, et qui est aussi un peu expert auprès des pompiers en communication. Carlo, c'est à toi. Merci Sébastien, bonjour à tous, merci d'être là pour ce moment. Nous avons donc la chance d'avoir le président du conseil départemental que je vais présenter, ainsi que des directeurs, des chefs de corps et le chef d'état-major de zone. Alors rapidement, pour introduire ce colloque, vous aurez un micro, vous pourrez directement poser des questions à nos invités. Je me faisais juste la réflexion en voyant ce parterre, je me dis, et je m'adresse à Nicolas Coste qui a organisé ce colloque. Là, c'est des milliers d'heures d'expérience, Nicolas, que j'ai devant moi. Des milliers d'heures d'expérience, et cette expérience, il va falloir la transmettre, et vite, parce que vous le savez, les temps changent. Bien, donc, re-bienvenue à tous, et merci au SDIS du Gard de nous proposer ces belles journées. Bien, Alexandre Pissas, vous êtes le président du conseil départemental du SDIS du Gard, vous êtes aussi au conseil départemental. Je rappelle que vous êtes maire de Tresques, membre de la CNIS et vous êtes au conseil d'administration de l'ENSOSP. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. François Prado, vous êtes contrôleur général, vous êtes chef d'état-major de zone. Merci d'être ici. Et je sais que ce soir, il faut vite rentrer à Valabre parce que on est en train d'encadrer un FDF5 et le contrôleur général va faire une présentation des moyens aériens qui est très appréciée à l'école. Contrôleur général à Lyon, vous êtes le chef de corps des pompiers 13, président de la Fédération nationale, merci de nous avoir rejoints. Oui, plus pour longtemps, mais bon, pour l'instant, vous l'êtes encore. Voilà. Contrôleur général Bédoni, Jean-Marc Bédoni, vous êtes le patron de l'école d'application de l'Entente, où on fait du feu de forêt, du feu tactique, mais pas que. Bien évidemment, le colonel Jean-Michel Langlais, qu'on remercie, cher Jean-Michel, de nous accueillir ici, et qui est donc le directeur départemental du SDIS 30. Et je termine avec le colonel Éric Belgioino, directeur départemental du SDIS 66. Président, si vous voulez bien nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque, la parole est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, je suis particulièrement heureux et honoré de faire partie de cette table ronde. Je veux d'abord remercier ma collègue Geneviève Blanc, maire d'Anduze, et tout le conseil municipal de nous accueillir. Je pense que tout à l'heure, elle nous fera le plaisir de dire quelques mots, car elle a été très investie, elle aussi, il y a quelques années, dans la lutte contre les feux de forêt. Alors, je ne vais pas citer tous les gens qui sont là, je cite forcément le chef de zone, le contrôleur général Pradon, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, et puis tous, notre directeur, Jean-Marc Bédoni, le directeur du SDIS 66. Alors écoutez, vous vous doutez bien que depuis 14 ans que je suis président du SDIS du Gard, j'ai fini par apprendre un petit peu. Mais ce n'est pas moi qui tiens la lance, ce n'est pas moi qui fais la stratégie contre le feu de forêt. Mais j'ai le souvenir, colonel Coste, que 2017-2018, pour le lancement de campagne contre les feux de forêt, justement, la maire d'Anduze, Geneviève Blanc, conseillère départementale, représentait le département du Gard, et moi, bien sûr, je représentais le SDIS, et il y avait le préfet ou le service de la préfecture. Et nous étions allés à Arigas ou à Ar, je n'ai pas le souvenir précis, puis on voyait l'Hérault de loin, et on nous avait initié à ce concept des feux dirigés, des contre-feux. Alors, je ne suis pas pompier, mais ça m'a tout de suite dit, ben oui, c'est comme ma profession, chirurgien, on avait jadis le concept des abcès de fixation. C'est-à-dire les gamins qui avaient une ostéomyélite, enfin c'est un vieux concept, mais parfois les vieux concepts peuvent marcher, on crée un abcès là,
ailleurs pour permettre justement à l'abcès et à l'infection ostéomyélitique de se déplacer et d'aller dans un abcès de fixation. C'était une dérivation. Après, on peut étendre ce concept. Je ne vais pas l'étendre à la stratégie politique, hein, mais c'est évident que on peut toujours penser au concept de la terre brûlée, mais peu importe. Voilà, je suis très heureux, je vous écouterai, et là aussi, je pense que j'accroîtrai, j'espère, ma culture sur cette stratégie qui est, je cite, ici aussi dans le département du Gard, quelque chose d'éclectique. Et je profite, puisqu'il y a le chef de zone, pour dire que grâce à toutes ces techniques, le département du Gard a été très opératif pendant ces feux de forêt qui ont été intenses, nombreux, mais il n'y a eu aucune victime. Et ma foi, quand on prend le nombre d'hectares, bon, on les déplore toujours, mais il y a eu pire. Et je sais que le reste de la façade a été sous les auspices du même registre, c'est-à-dire d'efficacité. Et je vais achever en disant, c'est pas parce qu'on est bon qu'on doit être sanctionné. Vous avez compris, monsieur le contrôleur général. Oui, c'est pas parce qu'on est bon qu'on doit être sanctionné. C'est pas parce que la façade a été bonne, active, que je suis pour la solidarité, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas été très bons, parce qu'ils n'ont pas connu, ou peut-être qu'ils n'avaient pas pris les dispositions antérieures, eh bien, c'est vrai qu'on doit les aider. C'est vrai, la solidarité, c'est ça. C'est le maître mot de notre politique. Mais la solidarité ne veut pas dire non plus dépouiller et blâmer ou faire en sorte de punir ceux qui ont été bons. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Je vais juste m'adresser à Nicolas Coste. Nicolas, on aura Marc Vermeulen en vision ou pas ? On essaye, d'accord. On devrait avoir le contrôleur général Marc Vermeulen, donc le chef de corps de la Gironde, qui devrait être en vision avec nous. Bien, je propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet après cette excellente introduction du président Pissas. Contrôleur général Langlais, je vais vous poser la question, puisque le feu tactique a démarré dans les années 60-70, dans le Gard, avec le commandant Pagès. Donc, vous revient à vous l'honneur de retracer un petit peu ce parcours. Merci beaucoup, Carlo. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure à l'occasion de l'ouverture de ces journées. Le feu tactique et le contre-feu est d'usage historique dans les Cévennes. C'est quelque chose qui est utilisé bien avant que les pompiers existent par la population locale, et cette technique, ces tactiques ont perduré au travers de gens qui sont passionnés, qui les ont transmises. J'ai parlé du commandant Jackie Pagès tout à l'heure, on aurait pu parler aussi du lieutenant-Bory, et puis plus récemment du lieutenant-colonel Coste qui perpétue cette tradition et qui est en train de transmettre ça, et ça va continuer, et c'est bien. Et ça nous permet aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir dans ce SDIS du Gard une équipe très étoffée de brûleurs tactiques qui nous permettent de les utiliser pleinement. Alors les utiliser pleinement parce que c'est vrai qu'on voit toujours l'usage du contre-feu sur les grands feux établis, mais en fait c'est pas le seul usage qu'on peut en avoir. Et donc c'est tout récent, on a introduit ça nous cette année. Dans notre dispositif préventif, nous avons des brûleurs tactiques qui sont en départ immédiat et qui sont engagés quasiment systématiquement sur tous les départs de feu, et y compris des feux qui ne sont pas forcément des feux de forêt, qui peuvent être des feux de végétation. Et on a plusieurs exemples et retours d'expérience sur cette saison d'été où nos brûleurs tactiques ont tenu un flanc, par exemple, en attendant que les moyens arrivent, et ont limité la propagation du feu du fait qu'ils ont pu être engagés en départ immédiat. C'est pas forcément une équipe qu'on va engager sur un feu extrêmement important établi et pour lequel on n'a plus d'autres solutions que celui-là. C'est aussi une technique qu'on introduit dans tout le dispositif dit aéroterrestre de lutte contre les feux de végétation. La dimension feu tactique fait partie pleine et entière du dispositif terrestre qu'on met en place. Est-ce qu'on peut, pardonnez-moi de vous couper, je pense à ça, est-ce qu'on peut imaginer aussi que dans ce dispositif préventif où le feu tactique est engagé, on considère qu'il y a
alors je vais dire une économie, mais le terme est impropre, une économie de ressources. On va pouvoir peut-être privilégier des groupes pour faire autre chose pendant qu'on brûle une lisière. Est-ce que vous êtes dans cette logique ? Alors oui et non. On n'est pas dans une logique d'économie de ressources, mais on est dans une logique de préservation de notre ressource. Parce que quand on part sur une saison d'été, comme on a démarré cette année le 13 juin, on prend 200 hectares sur 3 feux, nous, alors qu'on avait en même temps ce fameux feu dont beaucoup ont entendu parler au camping de l'Espiquette, le plus grand camping d'Europe qui a brûlé en partie sur tout un îlot et 60 bungalows. En fait, quand on part sur une saison qui va démarrer le 13 juin, vous savez que votre ressource humaine, dans un SDIS pour l'organisation de votre saison d'été, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la gestion de cette ressource humaine, vous savez que quand vous démarrez le 13 juin, vous savez que ça va être long. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que pouvoir préserver cette ressource humaine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis ensuite, la ressource humaine, de toute façon, sur un feu, il y a une inertie, il y a une cinétique pour qu'elle se mette en place. Et donc, c'est vrai que les équipes de brûlage tactique, ça permet, sur des effectifs qui sont relativement faibles, d'avoir la possibilité de tenir une partie de ce feu en attendant le déploiement de la ressource et surtout pour l'économiser sur la durée de la saison. L'usage du feu tactique, j'introduis simplement un dernier point avant de vous laisser la parole aux autres participants. Il faut bien toujours réfléchir à tout l'usage qu'on peut en avoir. Je disais, alors c'est pas seulement sur les grands feux établis, ça peut être en départ immédiat, mais ça peut être aussi sur des utilisations qui sont post-intervention, si vous voulez, pour la finalisation. On a tous vécu ces difficultés de finir les feux. Voilà, finir les feux, c'est toujours compliqué. Parce que le feu est éteint, mais on a des parties de verre qui n'ont pas brûlé, on a des reprises, on est obligé de maintenir des dispositifs, on s'en va, on revient, on est la hantise de la reprise de feu, c'est quelque chose d'extrêmement important pour éviter d'avoir des fronts qui durent trop longtemps. Et donc là, on a aussi un rôle du feu tactique qu'on a utilisé, moi, à titre personnel, c'était la première fois que je le voyais utilisé de manière aussi efficace. On avait sur un des feux de début de saison, on avait pendant au moins 4, 5, 6 jours, on avait des reprises parce qu'on avait tout plein de parties de verre qui n'avaient pas brûlé, ça reprenait, et on était obligé de maintenir un dispositif. Et donc, sur les conseils du lieutenant-colonel Coste, une nuit, on a mis un dispositif de feu tactique et en fait, voilà, on a rallumé et on a brûlé tout ce qui reprenait sans arrêt, comme ça, et ça nous a permis de terminer le feu plus rapidement. Ça aussi, c'est un usage du feu tactique qui n'est plus vraiment le contre-feu, mais là, on est vraiment dans le feu tactique, qui permet de réallumer quelque chose pour pouvoir terminer les choses et éviter des reprises ultérieures. Donc, il y a plein d'usages à ce feu tactique. C'est vraiment des techniques qui sont, comme tu le disais, historiques, qui ont été transmises, qui sont préservées et qu'il faut maintenant qu'on diffuse, qui nécessitent une grande technicité. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la formation. Merci Jean-Marc d'être avec nous sur cette table ronde, parce que ça, c'est un volet extrêmement important. Ça se pratique pas n'importe comment. Ça demande de la pratique. Mais il faut absolument qu'on maintienne dans nos dispositifs opérationnels cette dimension feu tactique et contre-feu qui est extrêmement importante. Merci beaucoup Jean-Michel. On a une vision très micro finalement de l'utilisation du feu tactique, ce que vous faites au quotidien tous l'été. Monsieur Contingent Pradon, est-ce qu'on peut avoir une vision un peu supra de tout ça, vu de votre position de chef d'état-major? Et je me suis permis de publier dans mon dernier numéro de Sur le féminin un dessin qui, j'espère, vous a tous amusé, où on voyait un feu tactique et puis un avion qui arrivait. Alors, peut-être ce sont des légendes, peut-être que c'est vrai, mon dessinateur s'est inspiré. Et j'aimerais bien qu'on me parle un petit peu de ce que disait le commandant anglais, où il faut qu'il soit encadré, ce feu, mais vous, votre vision au niveau de l'état-major de zone. Écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Simplement, je vais faire une réponse un petit peu politique au départ, par rapport au président. Pour le rassurer et pour lui dire que, en tant que chef d'état-major, on a eu une réunion avec mes collègues donc, à Paris le 30 septembre dernier pour démarrer le RETEX Feux de forêt 2022 et que la position n'a pas été une position de punition. La position de la direction générale, c'est une position plutôt d'amélioration continue et donc c'est plutôt d'aller dans le fait que certaines zones ont connu cet été des feux importants pour la première fois de leur histoire. Je parle du Jura, je parle du Maine-et-Loire, je parle de la Bretagne, même si ça avait brûlé il y a une trentaine d'années.
Et donc l'objectif, c'est plutôt de monter ces départements à un niveau acceptable pour éviter des départs de feu incessants les futures années, plutôt que de dépouiller la zone sud au profit de ces moyens. Ce n'est pas une réponse d'État, c'est une réponse qui sera très politique et qui sera avec des effets concrets. Par exemple, l'allocation l'année prochaine de 6 ou 8 hélicoptères bombardiers d'eau lourd, chose que l'État n'avait pas envisagé de faire s'il n'y avait pas eu cette saison en 2022, puisque depuis 3 ans, uniquement 2 hélicoptères lourds étaient loués pour la zone sud. Voilà. Donc il y a plus de moyens qui seront mis en place et des annonces qui vont être faites par le président de la République. Il ne m'appartient pas de les faire, mais dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Pour revenir sur votre question, merci Carlo. Bon, moi je vais faire 2 interventions. Une première intervention sur la sécurité. Le dessin du Canadair et du feu tactique y est pour une grande réponse. Et la première chose, c'est de vous donner la vision stratégique, notamment que nous avons abordée avec tous les directeurs de la zone, dans l'étude sur les pactes capacitaires que nous avons fait il y a 2 ans, où le feu de forêt était évidemment un des risques qui avait été pris en compte dans le pacte capacitaire, et on avait une conclusion sur les feux de forêt où l'unité classique, c'est le groupe d'intervention que vous connaissez tous avec 4 CCF, donc le moyen classique c'est le CCF 4000 jusqu'à 6000. On peut soit, et ça permettra à Greg de rebondir sur mon intervention, où on augmente le nombre de CCF, ce qui a été proposé dans une plateforme fédérale à 10 000 je crois, sur les 10-15 ans qui viennent. Où il y avait cette solution, ou une deuxième solution, c'est de rentabiliser, et rentabiliser, le mot n'est pas bien choisi, mais enfin en tout cas de mettre les engins classiques d'attaque de feu de forêt dans des meilleures conditions d'efficacité, et c'est-à-dire de ne pas les mettre dans des endroits où malheureusement on doit les mettre en défense de points sensibles parce que les OLD ne sont pas forcément faites comme il faut, et les mettre sur des endroits où justement, comme le disait Jean-Michel à l'instant, la ressource humaine et la ressource matérielle est focalisée et on pourrait avoir du feu tactique. Et donc, dans cet esprit-là, effectivement, on a 2 solutions. Soit, et je crois que Frédéric Vaucouleur en a parlé dans sa partie zonale, c'était l'objectif de mettre en place les petits modules de 6, les modules moyens, les modules lourds, qui sont intervenus tout cet été, puisque c'était pour la première fois qu'au niveau du Gard, ça a été fait sur le département, mais au niveau de la zone, ça avait été mis aussi en place sur le fait de pouvoir mettre des unités lourdes en départ, alors pas immédiat, mais en départ rapide, notamment sur des demandes de renforts zonaux, et je crois qu'à peu près une quinzaine de fois, ces moyens sont partis sur la zone. Donc voilà, la première vision zonale, c'est celle-là. La deuxième chose, pour laisser la parole aux autres, la deuxième chose, c'est sur le plan de la sécurité. Cette tactique doit être intégrée complètement, et je sais que Valabre y travaille incessamment, et je crois que c'est même déjà mis en place dans certains modules FDF5 notamment. Travailler sur la sécurité, parce que effectivement un avion en Noria ou un avion Dash qui est sur un feu, sa priorité, c'est l'attaque du feu naissant. Alors, c'est pas que l'attaque du feu naissant quand il est en gare, c'est l'attaque du feu naissant quand il y a une reprise ou quand il y a une saute. Et on sait que chez nous, il peut y avoir des sautes de plus d'1 kilomètre. Donc c'est ce qui est vu en premier par le Bengale, ou c'est ce qui est vu en premier par le chef de Noria. Et l'objectif, c'est d'aller taper tout de suite. Donc évidemment, il faut qu'il y ait une coordination aéroterrestre encore plus pointue dans le cadre du feu tactique s'il y a un allumage, pour que le COS ou à minima l'aéro sache qu'à tel endroit, il y a un allumage tactique, parce que d'en haut à 300 km/h, entre une saute et un brûlage tactique, voilà. Et je sais que cette année, à 2 ou 3 reprises, les Noria ont remis les gaz parce que, alors, soit peut-être mauvaise information, soit peut-être trop de rapidité de la part des avions, mais en tout cas, il y a presque eu des accidents, et donc ça, je crois que c'est très important. À partir du moment où il y a des avions, comme pour les drones, il doit y avoir une sécurité accrue sur l'allumage, et que tout soit mis en place, et que le COS ou l'aéro puisse annoncer au chef de Noria qu'il y a un allumage tactique sur le flanc gauche, sur le flanc droit, à l'avant du feu, pour qu'on évite ce genre de choses dans la fumée. C'est très très embêtant. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Comptant Général.
et on va enchaîner, si vous le voulez bien, sur la partie formation. Je suis content, Jean-Marc Bédoni, donc on l'évoquait, c'est vrai qu'aujourd'hui au FDF5, et il y en a en ce moment, on a la chance d'avoir des gens comme Vincent Pastor du 13, Nicolas Coste, Jérôme Jallet du 30 qui viennent apporter cette notion de feu tactique, en tout cas la notion d'outil du COS, et donc le tacticien, comme on l'appelle au FDF5, il est là à disposition du COS, et on a ouvert des champs des possibles pour beaucoup de COS qui n'avaient pas cette notion-là, en tout cas qu'il n'imaginait pas. Ça permet peut-être de le démocratiser un peu, d'avoir un petit peu moins peur, parce que vous allumez quand même le feu. Maintenant, comme le disait un de mes formateurs incendie, pour éteindre le feu, il faut savoir comment il s'allume. Donc je pense que là, pour le coup, vous êtes vous les spécialistes. Jean-Marc, sur le volet formation, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un petit point, et surtout, vers quoi se dirige l'école d'application ? Alors, merci, bonjour de nouveau à toutes et à tous. Donc effectivement, en termes de formation, alors, il y a eu plusieurs étapes en ce qui concerne le feu tactique. Alors, il y a eu l'étape de l'histoire, Jean-Michel l'a rappelé. Il y a eu la loi de 2004, qui, je le rappelle, est venue de nouveau autoriser pour les acteurs de la lutte l'utilisation du feu pour lutter contre le feu. C'est donc c'était interdit, oui, donc c'est redevenu légal. Donc cette loi de 2004 vous a permis à un certain nombre d'entre vous de sortir de la clandestinité. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sorti de la clandestinité, je ne fais pas de parabole ou de parallélisme avec d'autres organisations, mais on a récupéré le canal historique pour mettre en place des formations. Le canal historique, c'est Nicolas Coste, c'est Denis Bory, c'était Jackie Pagès, c'était des gens qui déjà trempaient dans le feu tactique parce que l'ADN était présent. Voilà. Et donc, dès 2005, et je remercie Nicolas parce qu'il a été persuasif. Il est venu nous dire qu'il faut à tout prix relancer les formations. Alors, feu tactique, ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais enfin, la philosophie, c'était celle-là. Donc, on a pris sur nous, puisqu'on nous promettait des textes qui vont sortir 2004, 2022, 20 ans à peu près pour sortir un texte. Et ça va, j'espère que ça va sortir, on en parlera. Et donc on a quand même devancé, nous, ce qui nous semblait aujourd'hui impératif et nécessaire et aller dans le bon sens. Parce qu'effectivement, tu l'as dit aussi, historiquement, le feu a toujours été utilisé comme aussi une des possibilités de lutter contre lui-même. Voilà. Et donc Nicolas est venu en 2005 et puis l'aventure de la formation a débuté. Alors là, ça s'est complexifié rapidement. Il m'a dit oui, mais on va faire de la formation nomade. On va aller en Espagne. Attends, déjà, la formation n'existe pas. On va faire sortir des stagiaires. On va les envoyer en Espagne. Enfin bon, Nicolas, on y est arrivé. Merci d'avoir été tenace. Je ne sais pas où il est persuasif. Et en tout cas, toute cette équipe qui historiquement a lancé l'activité, aujourd'hui, elle peut être fière du travail accompli parce que quand je vois l'aéropage ici présent, ça a bien essaimé, ça a conforté certains. En tout cas, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'intérêt de cet outil, parce que pour moi c'est un outil, c'est venu enrichir la palette du COS. Et effectivement, donc, depuis 3 ans maintenant, de façon récurrente, nous faisons intervenir sur les formations de niveau 5, dont les commandants des opérations de secours appelés à commander des opérations d'envergure, nous faisons intervenir les spécialistes du feu tactique qui viennent enrichir la palette de nos futurs COS en présentant l'activité, l'intérêt, la façon de l'utiliser, la façon de ne pas l'utiliser, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas utilisable partout. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, les futurs COS qui sortent de formation de niveau 5 sont affranchis largement sur la possibilité d'utiliser le feu tactique comme un élément de la lutte. Voilà. En ce qui concerne maintenant la réglementation, donc vous n'êtes pas sans savoir que les guides nationaux de référence sont en train petit à petit de se transformer en RENAC. Ça c'est de la sémantique, simplement c'est donner un cadre à la formation. En déclinant une doctrine. Alors la doctrine nationale, on a la chance en feu de forêt d'avoir une doctrine nationale, c'est peut-être une des premières qui est sortie, qui a fait l'objet d'un long travail, la mission Vulcain. Pour certains, ça doit encore résonner. Et c'est une doctrine qui fonctionne. Elle fonctionne parce qu'on se reconnaît tous dans cette doctrine-là, parce qu'elle est nationale et qu'en tout point du territoire, à un moment donné, on va lutter contre le feu de forêt à peu près de la même façon. Après, il y a quelques adaptations locales, certains pourront le dire ici, mais quoi qu'il en soit, dans les grandes règles, c'est la même chose. Et c'est ce qui fait notre richesse. Le feu de forêt, il a aboli les frontières. Ça, c'est clair, communal, départemental. Et on sait très bien ici, mieux qu'ailleurs, que demain, on aura besoin de son voisin.
Et donc, pour avoir besoin de son voisin, utiliser son voisin, il vaut mieux le comprendre. Pour mieux le comprendre, ils vont parler la même chose, le même langage, la même sémantique. Voilà. Donc ça, c'est la richesse de la doctrine. Au-delà de l'attaque du feu naissance, c'est ce qui fait aujourd'hui l'intérêt, l'efficacité de la doctrine. Donc, je dis ça parce que, de ci, de là, on entend, pour faire suite à cette saison feu de forêt, que peut-être la doctrine, non, c'est pas la doctrine, hein. La doctrine, elle est bonne. En tout cas, elle a l'avantage d'exister. Et elle a l'avantage de nous rassembler, de nous réunir. Donc, c'est pas la doctrine. Alors, il faut peut-être l'enrichir, hein, il faut savoir aussi rebondir sur les expériences, mais en tout cas, elle est là. Voilà. Donc, elle va nous permettre de décliner la formation qui existe déjà, qui va être enrichie. Les niveaux de formation feu de forêt existent de 1 à 5. Ça, c'est de nouveau consolidé dans la doctrine. En ce qui concerne le feu tactique, maintenant, j'y vais. Le feu tactique va être codifié. Donc ça, c'est une chose importante, parce qu'il va être enfin reconnu comme une activité officiellement exercée par un certain nombre de personnels qui devront être formés. Et ils seront formés comment? Alors aujourd'hui, le cursus tel qu'il est pensé, c'est effectivement un prérequis les formations de brûlage dirigé. Il vaut mieux apprendre à utiliser le feu dans le calme, de façon pour ensuite mieux le maîtriser dans la tempête. Enfin, ça, c'est mon avis, mais c'était l'avis en tout cas du groupe. Donc c'est pour ça qu'on demande quand même une démarche un peu initiatique, qui peut paraître longue, hein, mais je pense que pour les professionnels que vous êtes, c'est pas choquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une démarche un petit peu construite pour arriver à être aujourd'hui cadre feu tactique. Voilà. Je parle pour la formation des cadres feu tactique. Hein. Voilà, donc c'est le cursus brûlage dirigé, et c'est ensuite une formation de 10 jours en cadre feu tactique, qui reste toujours nomade, Nicolas, hein, de mémoire, qu'on veut toujours de façon mouvante sur les territoires, parce qu'il faut aller un peu découvrir les différents territoires sur lesquels demain vous pourrez justement mettre en œuvre votre art. Et donc pour nous, il est important que vous voyez le plus large panel possible des territoires, en sachant que les territoires ils vont encore s'élargir. Voilà. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a quelques départements du Sud qui me disaient « Mais nous, le brûlage dirigé, le feu tactique, c'est surtout pas pour nous, parce que mon département ne s'y prête pas. » Aujourd'hui, ils font partie des piliers des départements qui utilisent cette méthode-là. Et donc, c'est la preuve qu'elle est efficace. C'est la preuve qu'il faut continuer à s'y investir. Et c'est la preuve qu'elle fera partie, demain encore, des outils, encore plus des outils qui seront nécessaires à ce que nous menions la lutte contre les feux de forêt de façon efficace. Voilà. Je pense avoir répondu pour la formation. Alors, une fois que j'ai dit ça, les textes, ils sortent quand? Ils sont aujourd'hui à la Direction Générale de la Sécurité Civile. Le groupe a travaillé. Alors, la plupart des gens qui sont ici, d'ailleurs, on fait partie du groupe de finalisation des documents. Maintenant, il reste à les sortir. C'était prévu, c'était imminent, mais je pense quand même qu'il y aura un certain nombre de leçons à tirer de ce qui s'est passé cet été. Donc, ils seront certainement de nouveau relus et enrichis peut-être d'un certain nombre d'éléments sur le retour d'expérience de l'été. Voilà. J'ai bon espoir qu'ici la fin de l'année, quand même, ces documents soient publiés et qu'enfin, vous pourrez exprimer votre art sous le soleil et sous la lumière. Merci beaucoup, monsieur le cantonal Jean-Marc Bédoni. Donc effectivement, vous l'avez compris, il y a une vraie volonté aujourd'hui. Il y a une vraie démarche de chef de corps, de chef d'état-major de zone, de directeur de l'entente. On sait ce dont vous avez besoin et on va vers ça. Maintenant, on a un ministère de tutelle, hein, on a un échelon central. Donc il faut attendre, effectivement, comme vous le disiez, ces textes. Monsieur le contrôleur général Grégory Allion, chef de corps des pompiers 13, vous avez également, je suppose, partagé cette vision. En attendant d'avoir 10 000 CCF, le réchauffement climatique, on l'a évoqué. Aujourd'hui, vous l'aviez dit d'ailleurs dans une tribune dès le mois de juin que ça serait l'été de tous les dangers. A priori, il n'y a que moi qui dois lire le journal parce que moi, je vous ai écouté. Est-ce que le feu tactique, ça peut être... Bon, on est deux avec Jean-Michel, effectivement. Mais est-ce qu'on peut imaginer ce feu tactique, cet outil qui existe depuis les années 60, est-ce que ça peut nous aider pour préserver le moyen, pour reprendre les termes de Jean-Michel Langlais, ou en tout cas... Comment on le voit? Le 13, il est actif, hein, bien évidemment. Non, mais en fait, bonjour à tout le monde. Déjà, il y a un premier élément que je voulais évoquer, c'est que on réinvente rien, là, on n'invente rien. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jean-Michel faisait l'historique avec, dans les Cévennes, l'utilisation
du petit feu, du feu dirigé, on l'appelle comme on veut, mais en fait, moi, mon père m'a éduqué à nettoyer les châtaigniers familiaux avec le petit feu l'hiver. Et l'été, lorsqu'il y avait un feu qui arrivait, on se mettait tous en posture pour éventuellement défendre les bois que l'on avait et que l'on chérissait, que nos anciens nous avaient transmis. Donc, en fait, on est en train de parler de choses qui sont ancestrales. Et au tout début, lorsque dans les années 2000, clandestinement, on utilisait